Bonsoir Raphaël et merci d'être avec nous. Donc tu es la première invitée de cette année 2021, je te remercie. Merci de l'invitation et bonne année à tout le monde du coup. On va évoquer un sujet qui peut paraître un peu léger puisqu'on a une secrétaire d'État, une ministre qui occupe le devant de la scène depuis 2 jours, c'est Marlène Schiappa sur une histoire de promotion de coiffeur sur son compte Instagram. On a même vu le coiffeur qui était invité hier chez Hanouna pour essayer de la défendre ou pas. Alors est-ce que c'est un véritable sujet politique sur lequel il faut communiquer? Ou c'est un micro-phénomène, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui met en lumière le fait que ces gens-là, ils sont totalement déconnectés de ce qui se passe actuellement ou de la réalité du terrain? C'est compliqué hein, quand on parle de Marlène Schiappa. Déjà, je vais rappeler les bases, mais qui sont importantes à rappeler. Rien ne justifie les attaques sexistes ou racistes que subit Marlène Schiappa sur une base quotidienne, et d'autant plus avec cette histoire de lissage brésilien. Après, pour connaître un peu Marlène Schiappa dans ses fonctions de ministre, enfin, de secrétaire d'État, puis de ministre délégué, on est quand même face à beaucoup de communication, beaucoup de manipulation, une certaine agressivité, y compris vis-à-vis du milieu associatif féministe. Et moi, je reste interpellée par sa manière de gérer tout ça. C'est probablement fait, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou si c'est fait exprès. Dans tous les cas, ça ne participe pas d'avoir un débat public apaisé. Ça ne participe pas non plus d'avoir une véritable volonté politique, notamment sur les sujets dont elle se réclame, sur l'égalité femmes-hommes et sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Le fait d'accepter d'être la caution, entre guillemets, féministe de Gérard Darmanin, ça veut en dire beaucoup tout de même. Donc, c'est vraiment délicat de se prononcer sur ce genre de choses. On se pose aussi la question, enfin, même moi, en tant que féministe, je me pose toujours la question, mais finalement, est-ce qu'en réagissant à cette succession de mini-scandales à chaque fois, est-ce qu'on ne sert pas la stratégie de communication de Marlène Schiappa? Je ne sais pas trop. Par contre, ce que je conseille à tout le monde de faire, c'est de lire l'enquête de Mediapart sur les placements de produits par Marlène Schiappa, parce que visiblement, il n'y a pas que cette histoire de lissage brésilien. Ensuite, bon, c'est vrai qu'en tant que femme politique, parfois, tu as juste envie de dire hey, regardez, je continue de vivre ma vie comme une femme normale. Et oui, quand je vais, je sais pas, je prends un exemple au pif, quand je vais m'acheter des chaussures dans telle enseigne, j'ai envie de dire hey, elles sont trop chouettes mes chaussures. C'est un peu différent quand même quand on est ministre de la République. En tout cas, ça devrait appeler à un peu plus de responsabilité. Il y a un sujet qui est beaucoup plus grave et qui, en tant qu'élu, en plus, doit occuper ton temps, c'est la gestion de la crise du Covid, parce que vous êtes tous sur le terrain. Donc on est aujourd'hui dans la période vaccination. Enfin, on aimerait y être, mais on voit que ça met du temps à démarrer. Donc tout le monde compare les chiffres de tous les pays. Moi, j'ai envie d'avoir ton regard sur deux éléments. À la fois, aujourd'hui, le retard qu'on prend, est-ce que c'est la suite de la mauvaise gestion et de ce qu'on a connu avec les masques et les tests, ça continue? Et aussi le sentiment qu'il y a quand même dans le pays, de plus en plus de gens qui se disent pas anti-vaccin, mais qui a un certain scepticisme sur la vaccination. Est-ce que ça, c'est inquiétant? Quel regard tu portes, toi, sur cette période-là où on a différents éléments qui s'entrechoquent, en fait? Bah, déjà, j'en reviens à ce que je disais un peu tout à l'heure sur l'importance d'avoir un débat public apaisé et éclairé. Et c'est vrai que la communication du gouvernement et de manière générale, sa gestion de la crise sanitaire n'aide pas du tout en la matière. Que ce soit les premiers discours qu'on a eus sur les masques ou ce qu'on est en train de vivre là actuellement sur les vaccins, ça n'aide pas à mettre les personnes en confiance. Et la question de la transparence, c'est à la fois une exigence démocratique, en particulier en gestion de crise, mais aussi un gage d'efficacité, parce que sinon tu crées de la défiance, tu crées de la confusion, et donc agiter l'épouvantail des fake news à tout va quand on est incapable d'avoir une parole publique forte et claire sur la gestion sanitaire, ça devient particulièrement dramatique, surtout sur le Covid tel qu'on le vit depuis bientôt un an. Moi, ce qui m'a interpellée ces dernières semaines, y compris quand les gens se posaient la question de la gestion du réveillon du Nouvel An. Est-ce que les Françaises et les Français vont être responsables sur la gestion du Nouvel An? J'ai l'impression qu'on vit toujours le Covid comme si c'était un élément un peu exogène qui débarquait de nulle part, qu'on est encore un peu en train de gérer comme ça. Sauf qu'en fait, il y a eu 60 000 morts et mortes dans ce pays. Ça a touché tout le monde. On connaît toutes et tous une personne qui a été malade, une personne qui était en réanimation, une personne qui ne s'en est pas sortie. Donc, l'appel à la responsabilité individuelle,
ça devient un peu trop facile. Enfin, tout le monde prend la mesure de la gravité de tout ça. Le problème, c'est quand on s'adresse aux décideurs politiques, on a l'impression qu'on n'a pas de retour correct. Et donc là, oui, on devrait en être au stade où on est en train d'aller se faire vacciner. Ben, c'est toujours pas le cas. Je sais qu'à Paris, on est en train de s'organiser pour augmenter la capacité vaccinale sur le territoire parisien. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont à l'hôpital, des personnes qui sont en réanimation, et que toujours, en cas de doute, vous pouvez soit vous confiner, prévenir l'ARS, donc l'Agence régionale de santé dont vous dépendez, et également bénéficier de tests. Là, aujourd'hui, on a toujours des tests PCR, on a des tests antigéniques. Alors, moi, j'étais encore cet après-midi en train de me faire récurer le fond du nez par un test PCR. En tout cas, ça fonctionne mieux qu'auparavant. Le retard n'est pas admissible. Franchement, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre et qui met beaucoup de personnes dans des situations très, très, très complexes. Donc là, on va essayer de continuer à pousser pour qu'on prenne la mesure de ce qu'il nous reste à faire. Et ensuite, il y aura un temps de bilan extrêmement important qui a commencé un peu avec des auditions parlementaires, mais on n'est pas sorti de cette crise et il faudra en tirer des conséquences ensuite. Est-ce que ce qu'a dit l'autre jour Frédéric Vidal, elle a tweeté sur la question sur le vaccin en disant en gros, on attend que Sanofi nous livre le vaccin pour l'administrer. Est-ce que ça rajoute pas à la défiance, puisqu'on sait qu'il y a derrière le vaccin, il y a des enjeux de santé publique, mais il y a aussi des enjeux financiers qui sont colossaux. Est-ce que le gouvernement, il s'est pas un peu tiré une balle dans le pied avec ce tweet-là? Parce que on a vu une réaction en chaîne là-dessus en disant, mais vous attendez quoi Sanofi? Alors que d'autres pays sont passés par d'autres distributeurs pour avoir des vaccins et aujourd'hui vaccinent à grande échelle. Déjà, première grande nouvelle, on a retrouvé Frédéric Vidal. Parce que la ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la vie étudiante, alors moi, Europe Écologie Les Verts et les Vertes, je m'occupe entre autres de la commission enseignement supérieur, recherche, vie étudiante. Et enfin, la gestion de ce domaine par le gouvernement depuis plusieurs mois est catastrophique. La situation étudiante est absolument terrible. On est face à une crise sanitaire et de santé avec le Covid, mais aussi à une crise sanitaire et de santé face à la santé mentale des étudiants et des étudiantes, leur mal-être, les suicides qui augmentent. Enfin, franchement, la première sortie de Frédéric Vidal publique avec une prise de position forte, on ne l'attendait pas là-dessus. Le fait d'attendre Sanofi, en fait, tu résumes assez bien toute la problématique qu'on a autour des questions face à Big Pharma, en fait. C'est-à-dire qu'on est en droit d'avoir une attitude, une analyse critique vis-à-vis du lobby pharmaceutique et vis-à-vis de ce lobby industriel en réalité. Pour autant, c'est vrai qu'on est en France avec un taux de personnes se déclarant anti-vaccin qui est très important, qui est l'un des plus importants de l'OCDE de mémoire, qui est aussi en progression. Et ça, je trouve ça particulièrement inquiétant. Il y a un petit côté arrivé dans une ère obscurantiste, en fait. Je suis une grande défenseuse de l'esprit critique, mais on ne doit pas verser pour le coup ni dans la désinformation, ni dans la défiance vis-à-vis de la science. Et ça, c'est un travail aussi qui est possible quand on emploie des leviers d'information transparente, quand on assume la complexité des décisions politiques et qu'on l'explique aux citoyens et aux citoyennes, mais aussi quand on fait œuvre d'éducation populaire pour rendre tout ça accessible au plus grand nombre. Sur ces trois leviers-là, on sait que le gouvernement aujourd'hui est nul, pour dire le moins. Alors, il est aussi nul, je crois, tu vas nous confirmer sur la gestion de ce qu'on a appelé les mobilisations contre la loi de sécurité globale, parce que je souhaitais avoir ton retour sur le préfet Didier Lallemand, puisque tu as fait une intervention au dernier Conseil de Paris de mémoire qui a été largement saluée par des personnalités de la gauche, mais y compris des gens et des citoyens qui ne sont pas engagés, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, il y a une réaction de la maire de Paris qui a pu surprendre là-dessus. Comment toi tu as vécu déjà la dimension qu'a pris ton intervention, parce qu'elle a été largement diffusée quand même, et l'attitude d'Anne Hidalgo qui a presque, ou on peut le dire, soutenu le préfet face à ta prise de position, et, y compris des élus communistes qui ont quitté la salle en désapprobation de ce qui avait été fait. Alors, sur déjà la gestion gouvernementale du maintien de l'ordre, tel qu'on l'appelle poliment, et de l'organisation et de la sécurisation des cortèges de manifestants et de manifestantes, ça fait plusieurs années que ce n'est pas uniquement nul, mais clairement dangereux.
Je crois que toi comme moi, on a l'habitude des manifestations, on y est très régulièrement. Et en fait, même moi, maintenant, j'ai peur en manifestation de manière assez régulière. Et ça n'est absolument pas normal. Enfin, on est sur un truc vraiment de... On désincite les gens à employer leur droit fondamental à aller manifester. Pareil, les enquêtes qui ont montré que sur certaines manifestations qui ont eu lieu au mois de décembre, en fait, on est aujourd'hui face quasiment à des stratégies de charge presque préventives qui n'ont pas pour autre but que de terroriser les gens qui sont dans les cortèges. L'intervention sur le budget de la préfecture de police de Paris, puisque c'était ça le sujet de l'intervention, c'est en effet une intervention que je dois dire j'attendais depuis un peu longtemps. Parce que pour redonner un peu de contexte, dès le mois de juillet, l'un de nos premiers conseils de Paris en tant qu'élu, on avait une question d'actualité à poser à Didier Lallemand, préfet de police de Paris, sur un jeune homme qui avait été éborgné dans le 18e par un tir de LBD. Et donc, il était prévu, étant donné que je fais référence sur les questions de sécurité pour les écolos au sein du Conseil de Paris, que je pose cette question à Didier Lallemand. Avec l'affaire Girard et tout ce qui s'en est suivi, comme le contexte était un petit peu tendu, on avait décidé, encore une fois, je trouve de manière très responsable, que ça ne serait pas moi qui poserais la question, mais une élue du 15e arrondissement, qui est par ailleurs avocate, Aminata Niakate. Il n'a pas répondu à la question, puisqu'il a à la place organisé une standing ovation pour Christophe Girard. Autant dire que quelques mois après, l'intervention sur le budget de la préfecture de police, j'étais extrêmement motivée. Donc, c'était sur plusieurs choses. D'abord, il y a également la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui représente la majeure partie de ce budget. Et après, il y avait tout un retour sur pourquoi le budget de la PP n'est pas du tout satisfaisant, y compris en termes de démocratie, de pilotage, de transparence. En fait, on n'a pas d'indicateur, on n'a pas les chiffres corrects. Didier Lallemand ne vient pas travailler avec nous en commission. Enfin, bref, ça ne va pas. Et ensuite, il y avait en effet toute une partie sur Didier Lallemand en tant que tel, parce qu'il incarne le rôle de préfet de police de Paris, il incarne aussi une certaine doctrine du maintien de l'ordre qu'il avait commencé à mettre en place à Bordeaux. Et on voit bien à quel point cette doctrine est à la fois inefficace et dangereuse. Donc, ça a été une intervention un peu stressante. Hein. C'est c'est au tout début d'un conseil de Paris qui a duré 3 jours. Ça a été un moment où tu sens un silence épais dans la salle. Mais moi, je suis contente en fait que le groupe écologiste ait réussi à travailler suffisamment ce dossier-là, parce que souvent on nous dit les écolos, vous n'êtes pas très bons sur les sujets de sécurité. Et en fait, on a réussi à décrypter tout le budget pour faire en sorte de voter pour le budget des pompiers, mais contre le budget de la préfecture de police, et d'avoir cette intervention, en effet, qui a été largement reprise, mais parce que je pense que les gens attendaient que quelqu'un, en l'occurrence quelqu'une, raconte tout ça à Didier Lallemand. Et c'est vrai qu'on a assez peu d'occasions d'échanger directement avec cet homme. D'ailleurs, il n'a pas véritablement répondu. Quant à la réaction d'Anne Hidalgo, elle se retranche un peu derrière sa posture de maire en disant bah, moi, je ne peux pas faire ou dire autre chose parce que je suis maire de Paris. Sauf que là, ce qui se passe à Paris, entre autres, sur la gestion des manifestations, c'est extrêmement grave. On va avoir cette semaine une rencontre pour discuter de tout ça avec des élus de Paris et j'espère des syndicats, des associations, des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur ces sujets, parce qu'il faut absolument changer la manière de faire. Alors, il y a un élément, c'est pas vraiment de la stratégie du maintien de l'ordre, mais ça correspond voilà, un dispositif de plus en plus sécuritaire qui est mis en place par l'État, y compris sur la liberté individuelle. On a appris hier que le Conseil d'État avait validé le fichage des opinions politiques, religieuses, syndicaux, y compris sur les réseaux sociaux avec les mots de passe et les identifiants. C'est une nouvelle étape dans l'accélération de ce qu'on subit depuis des années. On ne voit pas trop comment on va l'arrêter, puisque sur la loi sécurité globale, on a eu beaucoup de mobilisation, mais ils ont retiré l'article 24, mais bon, sous réserve de le remettre. Donc on voit pas, voilà, on est quand même, on va vraiment très loin dans le recul des libertés individuelles et collectives aujourd'hui. Oui, et en fait, cette décision du Conseil d'État, elle est terrifiante. À la fois parce que pour ce que permet ce fichage des opinions politiques, religieuses, également de santé, mais aussi parce que ça dit quelque chose sur l'absence de contre-pouvoir qu'on a. Le Conseil d'État, c'est quand même une juridiction administrative qui est censée être une étape de préservation et de protection de nos libertés fondamentales.
Et là, le fait d'avoir validé ça, je trouve ça véritablement à rebours de la défense de notre état de droit en réalité. Tout à l'heure, on a évoqué Anne Hidalgo. C'est aujourd'hui, à 2 ans de l'élection présidentielle, on sait que la France, c'est certainement un défaut, elle est figée sur l'élection présidentielle et on parle de ça tous les jours. Les candidates et les candidats se dévoilent. Donc Anne Hidalgo avait dit je ne vais pas y aller. Puis bon, on voit dans des articles de presse différents, pourquoi pas, je ne sais pas, je me positionne. Elle a attaqué quand même fortement les écolos, puisqu'elle dit, elle a dit vous avez un problème avec la République, ce qui est quand même lourd de sens, puisque la dernière fois qu'on a qualifié un parti d'avoir un problème avec la République, c'était quand même l'extrême droite. Comment aujourd'hui, comment tu vis le fait d'être dans une majorité où il y a la maire est Anne Hidalgo? Comment tu la vois se positionner pour l'élection présidentielle? Comment tu vois tout ça évoluer? Est-ce que c'est pas encore une candidate de plus qui va diviser la gauche, même si c'est une question plus large, mais tu es surprise par le fait qu'aujourd'hui elle se positionne comme candidate à la présidentielle? Surprise, pas forcément. Après, est-ce qu'elle se positionne réellement en tant que candidate? C'est toute la question. Comment je vis mon appartenance à la majorité, qui a quand même été un large sujet de débat ces derniers mois. Vraiment, cette première année en tant qu'élu, ça aura été un peu intense. Moi, je le vis très bien, en fait. Et le groupe écologiste le vit très bien parce qu'on sait pourquoi on a été élu. Il y a une phrase d'Anne Hidalgo que j'aime bien qui dit on est élu pour représenter plus que nous-mêmes. Exactement. Là-dessus, on est d'accord. On est là pour représenter plus que nous-mêmes. On est là pour représenter les idées qu'on a présentées au suffrage et les citoyens et les citoyennes qui nous ont accordé leur suffrage. Et en l'occurrence, je trouve que l'action des écologistes est extrêmement cohérente. Par exemple, la question de l'ambiguïté avec la République, moi, j'attends juste qu'on me dise quelle est notre ambiguïté avec la République. Parce que agiter ça en permanence, pareil, c'est toujours pas une manière de débattre politiquement. Moi, j'adore me disputer avec les gens en politique, mais ça nécessite d'avancer de véritables arguments. Après, Anne Hidalgo, candidate ou pas, est-ce que ça peut diviser la gauche ou pas? Finalement, c'est pas à moi de me prononcer. En tout cas, Anne Hidalgo, à l'heure actuelle, et en tout cas, j'ai du mal à imaginer le chemin qui permettrait d'eux, n'est pas la candidate des écologistes. Alors, il y a une candidate, et on va finir là-dessus, que tu souhaiterais voir représenter les écolos à l'élection présidentielle, c'est Sandrine Rousseau, parce que tu t'es engagé, enfin, en tout cas tu la soutiens, d'après ce qu'on peut voir sur les réseaux, tu t'es engagé à ses côtés. Pourquoi ça serait la bonne candidate et pourquoi elle pourrait rassembler plus largement que les écolos? Parce que pour gagner, il faut rassembler plus largement que les écolos. Oui. Eh bien, pourquoi c'est la bonne candidate? Parce que c'est une évidence. En fait, Sandrine Rousseau, Sandrine, parce que je ne vais pas l'appeler Sandrine Rousseau tout du long, c'est la candidate qui donne envie de s'engager. Et je trouve que ça, c'est tellement important en ce moment. On a vécu une année horrible sur plein d'aspects. On vit face à une montée de l'extrême droite, face parfois à une montée de l'individualisme. On a des poches d'espoir d'organisation collective, que ça soit ce qu'on a vu vis-à-vis des soignants et des soignantes pendant les confinements, ou encore avec l'émergence d'un mouvement féministe de plus en plus fort. Et Sandrine, c'est la parfaite incarnation de tout ça. C'est une femme politique, une femme qui a connu des failles, qui a connu des blessures, qui les a assumées, qui a eu le courage de les assumer. Moi, j'en peux plus en fait de l'image supposément lisse que sont censés avoir les politiques et qui en fait crée de la méfiance, crée de la distance, parce qu'en fait, on ne croit pas vraiment que ces gens-là sont des êtres humains comme les autres. Et puis, c'est une écolo de conviction, de terrain, une économiste. Enfin, bref, Sandrine, c'est une candidature à la fois sincère et crédible et je pense qu'on en a désespérément besoin. Mais merci Raphaël pour avoir accepté notre invitation, être la première invitée de cette année, et puis bonne continuation pour une deuxième année de mandat qu'on espère un peu plus calme. Plus de calme, mais au moins autant de victoires. On va essayer de faire ça comme ça.